Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malar, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous spécial néo-leaders. Je suis avec Fawzi Malar. Bonjour Mervette. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est important. Je ne sais pas pourquoi on est resté tant d'épisodes sans en parler. La prise de décision et l'importance d'équilibrer entre les données et l'intuition. C'est sûrement parce que c'était mon métier avant et que j'ai changé depuis. Mais c'est un sujet central. C'est central puisqu'un leader, il prend des décisions, même s'il va utiliser le type de leadership participatif ou démocratique qu'on a déjà abordé dans plusieurs de nos postes néo-leaders. Eh bien, la décision revient au leader et puis il doit tout mettre en place pour prendre les meilleures décisions. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, rentrons dans tes traumas, Fawzi, les données, pourquoi c'est important d'avoir des données, de bien les organiser pour pouvoir prendre une décision? Tout d'abord, avant de parler de tout ça, il faut parler de système. On a parlé beaucoup de systèmes de leadership avant. Et un système de leadership, c'est quoi? C'est un leader qui doit, à partir en effet de données, mais aussi de retour d'expérience de son équipe, ou bien tout simplement de son expérience, sa propre expérience, prendre des décisions. Donc il va prendre toutes ces sources-là. Il va faire un savant mélange et il va utiliser cela pour prendre des décisions. Alors, pourquoi il doit prendre des décisions? Parce que avant même de passer à l'action, il faut qu'il prenne des décisions. Oui, mais ça paraît peut-être bête ce que je dis, mais... Non, mais ça me rappelle le corps humain où chaque geste qu'on fait, chaque mot qu'on sort, c'est une décision qui est prise et les nerfs qui envoient les complètement. décisions. Avant que ce soit un réflexe, il faut déjà que ce soit une réflexion et que ça passe par une décision. Et après, ça devient des réflexes. Et ça devient de bonnes habitudes, des fois même de mauvaises habitudes. Bon. Et le leader, lui, il doit prendre des décisions pour justement implémenter des actions à mettre en place par ses équipes, ou par lui-même d'ailleurs, pour que les choses en fait évoluent, pour que le système en fait se valorise, pour que le système puisse être actif. Sinon, c'est comme de l'eau stagnante. En fait, vous allez être dans une entreprise, une activité qui est stagnante, qui ne bouge pas, et même pire que ça, qui dépérit. Et vous êtes en danger sans le savoir. Donc le leader, s'il ne sait pas prendre de décision, en fait, il met en fait en péril lui-même, mais aussi toutes ses équipes. Pas mal. J'aime beaucoup prendre des décisions. Mieux vaut fait que parfait. Il faut y aller. On a une direction et puis des fois, on a des obstacles ou bien des situations qui font qu'on doit prendre nos décisions et... on doit les prendre en fonction de plusieurs paramètres, dont les données, le retour d'expérience. Donc ça, c'est important. Et les résultats dépendent de la qualité de nos décisions. Comme tu le disais, j'ai baigné plus de 15 ans, près de 15 ans, dans la business intelligence. Business intelligence, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mettre en place des systèmes décisionnels, c'est-à-dire mettre en place des systèmes d'information qui permettent aux décideurs de prendre les meilleures décisions. Et j'ai été frustré très souvent à mettre en place des systèmes qui auraient permis en fait à des décideurs de prendre les meilleures décisions. Et tu le sais parce que tu interviens dans le management de projet. Ouais, très souvent, on met en fait sous les yeux des décideurs justement les éléments pour qu'ils prennent les meilleures décisions et ils ne les prennent pas. Et c'est super frustrant. Et j'ai vécu avec cette frustration tout au long de ma carrière. Et aujourd'hui, je suis heureux d'utiliser en fait
ces propres systèmes que je sais mettre en place, je les ai mis d'abord pour mes entreprises, et puis je les mets aussi, je les conseille plutôt à mes clients. Donc, c'est important aujourd'hui de se dire que les résultats que vous avez sont dus à la qualité de vos décisions. Si vous ne réfléchissez pas en fait aux meilleures décisions à prendre, vous allez avoir des résultats qui vont vous étonner, qui ne vont pas être à la hauteur de ce que vous souhaitez. Et pour cela, c'est très simple. Il faut savoir quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs et quelle direction vous allez prendre. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont changer positivement en fait votre entreprise. Exactement, moi-même, comme tu as dit, j'ai l'expérience dans le management et puis on voit en gestion de projet, ça s'appelle la gestion de portefeuille de projet. C'est-à-dire qu'au niveau directionnel, au niveau décisionnel des PDG ou bien de la C-suite du comité d'entreprise qui prend les décisions, il y a beaucoup de projets. Et c'est souvent, moi je pense que c'est le projet de celui qui gueule le plus fort parmi les directeurs qui va être priorisé. Alors que la gestion de portefeuille de projet que j'aborde aussi beaucoup dans mes postes, c'est voir tous les critères qui vont répondre aux objectifs annuels sur 3 ans et puis prendre la décision basée sur ces critères-là d'avance, sur cette analyse que des PMO, des Project Management Officers peuvent présenter sous forme de tableau pour prendre des décisions. Et prendre ces décisions qui s'appuient justement sur les données, comme tu dis, sur ce projet-là, il a un ROI de tel, il va aider pour cet objectif-là. Celui-là, il n'est pas du tout dans le cadre de l'objectif. Celui-là, il risque d'être en échec, donc il vaut mieux l'arrêter tout de suite. Cette vision-là, elle existe dans les grandes entreprises. Elle existe dans les grandes entreprises internationales. Mais l'appliquer à chaque niveau de votre département, de votre leadership, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que la prise de décision s'appuie sur les données, des données bien présentées qui sont en accord, comme tu le disais, avec vos objectifs, vos valeurs et qui vous permettent justement d'avancer dans ce sens. On ne peut pas fermer les yeux sur les données et puis dire moi je pense que ça va marcher ce point de vue. Complètement. On pense que ça va marcher comme ça tout seul parce qu'on va avoir un super système en fait de prise de décision qui existe. Et ça, c'est faux, c'est complètement faux. Toi, tu l'as vécu, moi aussi, on l'a vécu à nos dépens. Et il y a un principe dans la prise de décision qui est essentiel, auquel on doit penser à chaque fois. C'est shit in, shit out. Ça veut dire quoi ? Bon, désolé pour l'anglicisme, et désolé pour ce que ça veut dire aussi, pour ceux qui ont compris. Ça veut dire que si on a des données pourries en entrée, on aura en fait des prises de décision pourries et surtout des résultats pourris à la sortie. Et donc, c'est important pour tout expert dans la business intelligence d'ailleurs, ou dans toute personne qui souhaite mettre en place ces systèmes de prise de décision, de savoir quelles sont les meilleures données, quelles sont les données de qualité, il faut aller les chercher. Quels sont les sites d'autorité, par exemple, ou les sources d'autorité dans lesquelles vous allez puiser en fait ces données. Ensuite, quels sont les meilleurs experts qui peuvent vous entourer et qui peuvent vous conseiller aussi. Parce que ça, c'est important, ce n'est pas seulement des données figées qui sont importantes pour le leader et le décideur, c'est aussi de s'entourer des meilleurs conseillers dans chaque domaine qui nous intéresse. Ensuite, c'est savoir récupérer en fait ces expériences et les capitaliser. Parce que si vous oubliez en fait les expériences que vous avez vécues, c'est mort. Vous allez répéter les mêmes résultats et vous n'allez pas évoluer et vous allez être dans le fameux système de d'eau stagnante. Et donc ça aussi, il faut savoir aller chercher nos retours d'expérience et pour cela, il faut les capitaliser. Vous voyez, ça, tout ce que je viens de vous dire, mais c'est basé sur des principes en fait basiques, mais qui ne sont jamais appliqués. Pourquoi ils ne sont jamais appliqués en entreprise dans les grosses boîtes ? Moi, j'ai travaillé pour des grosses boîtes comme Air Liquide, dans le privé, d'ailleurs comme dans le public, pour le ministère de l'Intérieur aussi. C'est toujours les mêmes problèmes, de toute façon. Ce n'est pas une histoire d'entreprise ou pas, c'est pareil, surtout dans les grosses boîtes. C'est que
les plus grosses boîtes ont les meilleurs systèmes décisionnels. Et je le dis. Par contre, ils ont toujours les mêmes problèmes. C'est qu'ils ne savent pas en fait aligner, en fait, ils ne savent pas s'aligner entre eux autour d'une décision stratégique. Pourquoi ? Parce que chacun a son système à lui. Et puis quand il faut vraiment prendre des décisions stratégiques, il n'y a plus personne. Et là, en fait, c'est selon en fait, le décideur, selon le bon vouloir du décideur. Et ça a des conséquences graves, c'est-à-dire qu'on a des systèmes où le décideur prend des décisions des fois hors sol. C'est-à-dire que dans la prise de décision, c'est en effet le décideur qui prend une décision, mais comme je vous ai dit, il prend des décisions en fonction des sources aussi, des retours d'expérience de ses équipes. S'il ne les prend pas sur cette base-là, en fait, il va être hors sol. Et c'est le gros problème des grosses boîtes et des grosses organisations, parce qu'ils sont souvent hors sol parce qu'ils n'ont pas cette remontée en fait, de la base vers le top. Donc, bottom, top. Donc ça, c'est le gros problème en fait, des décideurs. Soit c'est parce qu'ils ne savent pas en fait, faire de la remontée. Oui. Ils ne savent pas quels sont les critères. Quels sont les critères, ils n'ont pas le temps. Moi, en tant que PMO, j'ai suivi pas mal de directeurs et de PDG. C'est que, oui, montre-moi un reporting, un tableau de bord, un dashboard. Et puis après, mais tu veux sur quels critères ? C'est quoi tes objectifs ? Comment tu veux que je te remonte les données du terrain ? Et là, il y a une fissure. Bon, l'important, c'est juste l'argent qui rentre ou qui sort. Et puis, quand on a un échec ou un dépassement de budget, là, c'est la fin du monde. Mais en fait, si tu avais juste les données du sol qui sont bien reportées et un bon système comme ça d'analyse de données, d'ailleurs, les business analysts, ils ont encore beaucoup de travail parce que déjà, ça va nourrir l'intelligence artificielle, mais c'est surtout à chaque fois, quel est le problème ? La base de données n'est pas mise à jour. Il y a beaucoup de problèmes de la base de données. Donc, c'est vraiment... Oui, mais parce qu'on pense justement que données brutes, en fait, stockées en base, mais toute la donnée qu'on appelle informelle, non structurée, c'est-à-dire les retours d'expérience, les plaintes de la part des équipes, certains indicateurs en fait aussi issus de l'opérationnel qui permettraient de prendre de meilleures décisions stratégiques. Celles-ci, on ne sait pas les gérer ou on les écarte parce que c'est quelque chose qui demande aussi une objectivité qu'on n'a pas parce que c'est des données en fait, qui sont issues en fait, de l'humain. Donc ça, on ne sait pas gérer. Mais demain, grâce aux technologies, on va pouvoir gérer toutes ces données non structurées, non formalisées, et on va pouvoir en fait, les intégrer dans notre système décisionnel. On va prendre un exemple concret. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire de Jiffy. Jiffy, vous connaissez Jiffy tous, je pense. Oui, voilà. Oui. Donc, merci pour le Jiffy des idées. C'est ça, des idées de génie. Eh bien, ils n'ont pas eu l'idée de génie parce que là, en fait, ils ont décidé de faire une migration de ERP. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une ERP. C'est un logiciel qui permet en fait d'intégrer tous les processus d'une entreprise, les achats, les ventes, la logistique. Bon, bref. C'est un outil tout en un qui vous permet de gérer tous les process d'une entreprise. Bon, ils ont décidé de migrer d'un ERP à un autre. Mais ça demande quand même, c'est issu d'une décision stratégique. Oui, c'est une transformation digitale, il faut un accompagnement et tout ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça le problème, mais de prime abord, je dirais... Voilà. Et le résultat, il a été catastrophique puisque... ils n'ont pas réussi à faire cette migration. Ça a été une catastrophe. Ils ont perdu 9% de leur chiffre d'affaires. Ils sont presque en faillite en ce moment, alors qu'ils faisaient des millions, plusieurs millions en fait, d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est même plus que ça. Et c'est quand même basé sur quoi ? Sur une décision stratégique, peut-être qui a été isolée, là, soit d'un DSI, par exemple, qui a voulu dire, voilà... je suis copain avec l'ERP Intel. Allez, on va virer l'ERP de l'entreprise et on va mettre l'ERP de mon pote. Bon, je caricature, désolé Jiffy, c'est peut-être pas ça le cas, mais ça peut être une situation comme celle-là. Ou bien, on ne va pas remonter en fait le retour des opérationnels qui sont sur le terrain, par exemple, qui doivent gérer la logistique.
la disponibilité des marchandises, etc. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, l'ERP était dans l'incapacité de savoir où était le niveau des stocks, ce qui pouvait être vendu, etc. Et donc là, c'est en fait 9% de chiffre d'affaires en moins, c'était parce que la mise à dispo des marchandises n'était pas bonne. Et s'ils avaient en fait piloté les choses en accompagnant en fait toutes les parties prenantes, y compris celles qui allaient utiliser justement ce nouveau système, c'est-à-dire les personnes de l'opérationnel. S'il y avait eu cette remontée en fait de la base vers le top management de façon en fait très très efficace et accompagner aussi le changement, là il n'y aurait pas eu ce problème. Et la décision, en effet, est-ce que la décision était bonne ou pas de migrer ? Ce n'est pas la question. La vraie question, c'est est-ce que la décision a été prise au bon moment par la bonne personne et à partir des bonnes données, des Exactement, en ayant vu tous les paramètres. Tous les paramètres, les parties prenantes. Et tu sais ce que c'est de gérer un portefeuille projet avec la gestion des parties prenantes, c'est essentiel. Et quand on est dans une décision stratégique qui transforme vraiment le système d'une entreprise, en fait, il ne faut pas faire les choses comme si c'était juste un logiciel qu'il fallait changer et mettre à jour. Là, c'est tout le système qu'il aurait fallu changer et préparer pour que le RP en fait, puisse être migré. C'est un exemple, mais c'est un exemple qui est... pourtant, c'est de la transformation digitale qui est un peu basique, de l'accompagnement conduite du changement. Je mettrai le lien de l'épisode dont je parle pour accompagner, parce que pour passer d'une situation A à une situation B, il y a plusieurs étapes à suivre, et puis il y a le deuil de la situation A pour pouvoir bien implémenter de manière pérenne la situation B. Donc la personne qui a décidé, je pense qu'elle a décidé sur un seul critère ou sur son intuition, mais elle n'a pas pris en compte tous les paramètres. En tout cas, toi, tu parlais de RP qui peut être un bon système justement pour bien rentrer toutes les données. Moi, je voulais te parler d'autres outils que le leader peut utiliser justement suivant justement son leadership, sa situation. Nous, on utilise souvent Notion pour pouvoir répertorier toutes nos données, mais ça peut être aussi un Excel sheet, ça peut être pour ceux qui ont énormément de données Power BI ou bien des ERP. En tout cas, nous, dans notre accompagnement Néo-Leaders, on va te permettre aux Néo-Leaders de prendre les bonnes décisions pour implémenter le bon système en vous donnant peut-être des exemples concrets pour cela. Il faut attention avec les outils parce que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise, c'est sûr que au niveau des grosses boîtes qui font des milliards même de chiffre d'affaires, là il faut un ERP, c'est sûr. C'est ça. Avec une base de données, un système de base de données vraiment puissante, et puis surtout des moyens de collecter des données de toute forme, de toute structure, parce que là aujourd'hui, l'essentiel va dépendre. Les meilleures entreprises sont celles qui vont intégrer le plus de données informelles, non structurées, c'est-à-dire des retours humains, de l'audio, plus que du texte d'ailleurs, des documents, autant que des données structurées. Et ça, c'est super important parce que plus on va intégrer ce type de données, mieux vont être les décisions et mieux seront les résultats. Et tu parlais d'outils, tout dépend de la taille de l'entreprise. On peut, par exemple, pour gérer son CRM, utiliser HubSpot quand on est une petite entreprise ou même une PME d'ailleurs. On peut très bien penser à ça. Bon, il y a des grosses boîtes qui le font. Ou sinon, on utilise Salesforce si on est une grosse boîte. Moi, je dirais qu'avant de choisir les outils, il faut savoir comprendre quel est le meilleur système à mettre en place. Et en fonction de la taille de l'entreprise, de l'adhésion en fait, des équipes à l'outil en question, on va faire ce choix, on va prendre cette décision en fait, de savoir avec quels outils on va travailler. Et souvent, et tu le sais, après moi je fais partie d'une génération peut-être à l'ancienne, on faisait le contraire malheureusement. C'est-à-dire qu'on imposait des outils et puis on se démerdait après et on prenait les décisions qui amenaient à des résultats qui n'étaient pas forcément très positifs pour les entreprises. C'est ça, c'est comme l'agilité, être agile alors que des fois ça ne correspond pas. En tout cas,
En tout cas, pour le leader, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire s'appuyer sur tout ce qu'on a, sur sa taille, sur tous les paramètres, Bien et puis sûr. choisir le bon outil qui va regrouper toutes les données, sachant qu'après, cet outil-là, si on arrive à l'augmenter avec le machine learning, l'intelligence artificielle, ça va être puissant et efficient. Donc, c'est Oui. vers ces réflexions-là que nous, on vous amène, en tout cas chez Neo Leaders. Et puis maintenant qu'on a parlé de tout cet aspect base de données, logiciel, outils, moi je voulais passer à une partie qui est importante parce que très longtemps, je l'ai occultée. Je me suis toujours mise sur tout ce... Tu sais de quoi je vais parler maintenant. On se connaît bien. Tout ce qui était justement les données, les critères, les tableaux, la gestion de projet, c'était ça la base. Mais aujourd'hui, la gestion de projet, c'est aussi de l'émotionnel, de l'intuition. Et justement, savoir que nos données, elles sont bien rangées, elles sont bien organisées, qu'elles vont nous permettre de prendre une décision plus aguerrie, puis après rajouter notre petit bout d'intuition parce que nous-mêmes, on est des êtres humains avec des expériences, des émotions. On peut avoir aussi une partie de la réponse en nous. Et puis, complètement. Donc cette prise de décision du leader et je t'ai dit justement, je suis encore en cheminement là-dessus, mais toi tu vas pouvoir en parler un peu plus. Eh bien, prendre des décisions sur son intuition parce que on a notre base de données qui est bien dans un ERP, dans un Salesforce, dans un CRM, dans un Notion, et puis après Excel, Power BI. Puis après il y a le leader. Le leader, c'est pas seulement justement voir toutes les données et puis prendre la décision en fonction des données, c'est aussi avoir sa propre position par rapport à ses valeurs, son leadership. Complètement. Et donc, c'est sur cette partie-là que je voulais un petit peu parler, discuter, parce que n'être là que pour avoir les analyses de données, c'est possible pour tout business analyst, justement. Il a les données, il prend il prend la décision et puis il n'y a pas besoin de passer par le leadership, ça va bien fonctionner. C'est une super question. Franchement, c'est une super question, Mirvette. Merci pour la poser parce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a créé les néo-leaders, c'est-à-dire qu'on est passé par 3 niveaux de leadership. Leadership, en fait, dans l'ère industrielle où on automatisait à tout va, on réfléchissait à chaque geste que devait faire en fait l'opérateur pour produire en fait des voitures ou autres. Ensuite, on est parti sur donc c'était travail à la chaîne quoi. Donc leadership très autoritaire, très normé. Ensuite, on est parti sur leadership 2.0. On va dire, typiquement les années 70, j'aime bien dire ça, mais c'était leadership à la papa, comme on le dit, c'est-à-dire on a une hiérarchie, le leadership, il n'est pas horizontal, il est vertical, on a des hiérarchies de managers, et en fait, on gère, avant c'était, on gère en fait les mains, voilà, c'est ça. C'était la gestion du personnel avant. C'est devenu la gestion des ressources humaines après, mais toujours avec un leadership vertical. Et on arrive aujourd'hui au leadership 3.0, qui est un leadership beaucoup plus humain. On l'espère en tout cas. Il est en train de naître. Il n'est pas encore assez développé. Et on a voulu avec Mirvette développer les néo-leaders pour préparer les leaders de demain à développer ce leadership-là. Et ce leadership, il est basé, bien sûr, sur la force du leader. Et le leader, ce n'est pas une seule personne qui bouge jamais. Le leadership, c'est aussi trouver d'autres leaders potentiels dans son équipe pour leur permettre justement de prendre les meilleures décisions. Parce que la même personne qui prend les décisions, c'est un mauvais système. Et donc, tout va dépendre du décideur. Le décideur, c'est un être humain. Et l'être humain, forcément, il peut être bon en analyse, il peut être bon dans des choses en fait très mécaniques, très automatiques, mais jusqu'à un certain niveau. Et comme on le disait dans d'autres épisodes, il faut savoir allier. Un bon système, c'est un système qui sait allier l'humain avec la machine. Et le décideur, c'est celui qui va développer les compétences humaines. Et dans ces compétences humaines, il y a donc cette intelligence émotionnelle qu'il faut confronter à l'intelligence en fait, artificielle d'ailleurs, ou d'autres intelligences en fait la business intelligence, puisqu'on parlait des données. C'est ça, voilà. Complètement.
Et donc, le décideur, c'est pas celui qui va être le meilleur analyste. C'est pas celui qui va être le meilleur, on va dire, la meilleure autorité. C'est celui qui va être le mieux placé pour savoir en fait ce qui doit être fait. Il y a les données sources, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi le système interne du leader, du décideur. Et lui, il fonctionne comment ? Il fonctionne, je suis désolé de le dire, pas seulement au mental, mais aussi à l'émotionnel. Et donc, désolé d'introduire cela, mais il fallait réexpliquer cela pour comprendre pourquoi l'intelligence émotionnelle est plus qu'importante pour le décideur, parce qu'elle va être partie prenante dans la prise de décision. Avant de prendre la décision, il y a l'analyse en amont de savoir où est-ce que je vais choper la bonne donnée. Le PMO, le business analyst qui arrive et qui te présente toutes les données. Et puis, il y a